Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Micro ouvert. Je suis Clémence Penn de la Direction interministérielle de la transformation publique, la DITP, qui pilote l'élaboration du troisième plan d'action de la France pour le gouvernement ouvert. Par malheur, vous avez raté le premier épisode. Pour rappel, le gouvernement ouvert défend des valeurs de transparence, d'ouverture, de redevabilité, de participation citoyenne. Et ça se matérialise à travers un plan d'action porté par les administrations et élaboré en dialogue avec la société civile. Pour explorer l'horizon de notre futur plan d'action ce matin, on est très heureuse d'accueillir Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes. Bienvenue Pierre Moscovici. Merci de participer à ce micro ouvert. On est ensemble pour une petite heure. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat dès maintenant et on y répondra évidemment au fur et à mesure. Alors, Pierre Moscovici, la Cour des comptes s'est engagée dès le tout début, en 2015, dans la démarche gouvernement ouvert, avec l'objectif d'impliquer davantage les citoyens dans la Cour des comptes. Très récemment, vous avez publié le rapport JF 2025 qui porte une ambition vraiment typique du gouvernement ouvert pour la Cour des comptes, avec notamment des propositions autour de la publication intégrale des rapports, de l'implication des citoyens ou la possibilité d'accepter les signalements de lanceurs d'alerte citoyens. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu en introduction l'ambition de ce rapport ? Bien, d'abord très heureux de participer à cette session de gouvernement ouvert. C'est une démarche dans laquelle la Cour des comptes s'est engagée déjà depuis quelque temps, et je rends hommage à mon prédécesseur Didier Migaud qui l'a fait. Et c'est assez logique au fond, parce que vous savez, la devise de la Cour, il y a un vieil adage qui dit ouvrez et voyez. Alors ouvrez, à l'époque c'était d'ouvrir les liasses pour voir ce qu'il y avait dans les comptes. Enfin, il y a toujours eu comme ça ce souci de transparence, et puis nous avons joué le jeu de l'accès aux données très large. Je suis un membre de la Cour des comptes depuis très longtemps, puisque je l'ai rejointe en 1984. Je l'ai quitté pendant très nombreuses années, une petite trentaine d'années. Je l'ai retrouvé pour devenir conseiller maître à nouveau, puis le premier président. Et ce qui m'a frappé, c'est justement ça, c'est-à-dire c'est la transformation numérique de cette maison, c'est la manière dont nous traitons la donnée. Et je crois que nous sommes vraiment très en avance par rapport à d'autres institutions. Donc, il y a eu une démarche de transformation continue au fil des années, des décennies, qu'ont lancé les prédécesseurs. Disons que c'est une maison qui bouge continuellement par rapport à la Cour que j'ai connue quand j'étais jeune auditeur en 84. Il y a d'abord les chambres régionales des comptes qui ont pris toute leur place dans le paysage. Ce qui fait dire que le projet que je porte s'appelle JF 2025, Juridiction financière 2025, pas Cour 2025, parce que c'est la Cour et les chambres régionales territoriales des comptes. Il y a la numérisation, il y a aussi le fait que notre force de travail s'est considérablement changée avec l'ouverture à beaucoup de personnalités qui viennent de l'extérieur, notamment ce qu'on appelle les rapporteurs extérieurs, qui viennent d'autres administrations. Et quand je suis arrivé ici, j'ai voulu marquer encore une nouvelle étape dans ce processus de transformation avec, si vous voulez, trois grands axes. Le premier, et c'est tout à fait dans l'esprit du gouvernement ouvert, c'est de rendre la Cour plus citoyenne, plus accessible, avec des travaux plus lisibles et plus rapides. C'est une maison extrêmement respectée. On a lancé dans notre démarche de projet un sondage qui montre que 90% des Français connaissent la Cour des comptes, que 70% en ont une image positive. Il y a un très grand capital de respect. C'est une des institutions publiques les plus respectées parce que justement, elle offre, à l'époque des fake news, des données qui sont tout à fait étayées, chiffrées, objectivées, avec des magistrats respectés. Oui, mais il faut aller plus loin pour être, je dirais, davantage dans le temps de la décision publique, dans le temps des préoccupations des Français. D'où quelques propositions que je cite parmi d'autres. Créer une plateforme citoyenne pour qu'on puisse permettre à des citoyens de choisir ou de proposer des thèmes d'enquête. C'est même la proposition numéro 1. 2, réduire les délais. Un rapport à la Cour des comptes, c'est beau, c'est léché, c'est poussé, c'est approfondi, mais ça prend 15 mois en moyenne. C'est trop long. Et donc, on va progressivement passer à 8 mois. Et du coup, il va falloir un peu réduire le volume, rendre les choses plus lisibles également. Je vais lancer aussi ce qu'on appelle les audits flash, qui permettent justement d'analyser une mesure en temps réel. On en a besoin. En ce moment, par exemple, avec la crise Covid, ça manque cruellement de ne pas pouvoir en quelques semaines dire voilà, ça marche pas. Et puis, il y a
aussi cette démarche que vous évoquez, c'est la publication de tous les rapports. Un rapport de la Cour des comptes, il a vocation à être publié. Aujourd'hui, il y en a 60% qui sont publiés. Alors, publié, ça ne veut pas dire un rapport public avec tout team, grande procédure, conférence de presse, ça, simplement accessible sur notre site à tous les citoyens. C'est aussi d'ailleurs une pression à la qualité, parce que quand on sait qu'on va être lu à l'extérieur, on n'a pas le droit beaucoup à se tromper, en tout cas moins. Donc ça, c'est le premier axe, accessibilité, lisibilité, citoyenneté, rapidité. Et puis le deuxième, c'est de conforter nos métiers. Je vais en citer deux. Il y a d'abord le métier historique. Nous sommes une juridiction. Oui, mais les comptables et les ordonnateurs, au XXIe siècle, c'est plus exactement ce que c'était. Il faut permettre aux managers de travailler plus vite, sans les perturber, tout en continuant à les contrôler. D'où la nécessité de préserver la séparation de l'ordonnateur et le comptable, mais de tenir compte aussi de l'interpénétration de leur rôle. Et du coup, le gouvernement, dans un CITP, un comité interministériel de transformation publique, il y a quelques semaines, je crois que c'était le 5 février, a dit qu'il faut aller vers un juge unique des ordonnateurs et des comptables. Ce juge, pour moi, il existe. C'est la Cour des comptes, ce sont les chambres régionales et territoriales des comptes. Et donc, j'outille la Cour des comptes pour ça. Notamment, je vais recréer ici une chambre, une juridiction donc organisée par chambre, une chambre qui soit consacrée justement au juridictionnel ou contentieux, comme ça existe au Conseil d'État. Deuxième chose, nous faisons de l'évaluation politique publique, nous avons une mission constitutionnelle, et cette mission constitutionnelle, eh bien, je souhaite que ça se traduise par une multiplication par 4 du temps de travail, des ressources que nous consacrons à l'évaluation. Aujourd'hui, c'est à peu près 5%. Je souhaite que ce soit 20% d'ici 5 ans, puisque c'est JM 2025, c'est 2025. Troisième axe, et je ne veux pas être long, j'en finis. Je pense que les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour des comptes aujourd'hui, ce sont en réalité les deux faces d'une même pièce, parce que le local et le national, ça va ensemble. Et donc, je veux les intégrer fonctionnellement, pas statutairement, mais fonctionnellement. Statutairement, ça viendra peut-être un jour, mais ça prend du temps et je pense qu'il faut commencer par le fonctionnel avant le statutaire. Et du coup, je veux donner aux chambres régionales des comptes des nouvelles compétences que la Cour a, évaluation de politique publique, rapport thématique, plus de relations avec les élus, donc qui soient aussi de l'ordre du conseil, du dialogue, pas seulement sur les organisations, le contrôle organique, mais sur, encore une fois, l'évaluation de politique publique. Je souhaite qu'elle puisse publier ces rapports publics, ces rapports thématiques, comme il y a un rapport public annuel de la Cour des comptes, il peut y avoir des rapports des chambres régionales des comptes. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et je souhaite enfin que la gouvernance et la programmation de la Cour et des chambres aillent de pair. Et donc, que tous nos programmes soient mis en commun, que le rapport public annuel, c'est déjà le cas, mais de plus en plus traduise l'activité totale des juridictions financières, et que dans la gouvernance de la maison, bien sûr, la Cour des comptes au premier chef, mais les chambres régionales des comptes à parité avec elles. Vous voyez, c'est assez simple à dire, c'est compliqué à faire. Ça ne paraît pas grand-chose, mais à l'échelle d'une maison comme celle-ci, c'est une petite révolution. Donc, je suis très heureux de voir d'ailleurs qu'elle est en route, parce que les choses se sont bien passées. On a fait un travail collectif, c'était une élaboration sur le mode projet, avec des ateliers, beaucoup de gens y ont participé. C'est plus du bottom-up que du top-down. En tout cas, c'est de l'horizontal, avec une consultation très large de nos stakeholders, des parties prenantes, de nos partenaires. Je sens dans la maison, au sens large du terme, les juridictions financières, un assez puissant élan. Il y a bien sûr des forces de résistance, c'est naturel. Il y a de l'élan. Merci beaucoup. Alors, il y a une mesure qui est particulièrement enthousiasmante, c'est la mesure numéro 1 sur les citoyens. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on parle de la possibilité pour les citoyens de lancer de véritables saisines, ou alors est-ce que c'est plutôt pour vous une façon de prendre un peu la température et peut-être de les faire collaborer à la programmation des travaux de la Cour? Alors, d'abord, c'est vrai que c'est sans doute une des mesures les plus novatrices du projet. C'est la numéro 1. C'est aussi celle qu'on met en exergue. Et j'ai voulu qu'elle figure en première position, justement pour indiquer clairement que cette ouverture aux citoyens, c'était une priorité. Alors, actuellement, nous avons déjà des processus de consultation du public dans le cadre de instructions, mais c'est encore limité. C'est plus fréquent dans le cadre des évaluations de politique publique où on s'adresse aux parties prenantes, ça est moins dans le cadre des contrôles. On reçoit beaucoup de courriers citoyens qui nous suggèrent des axes ou des sujets de contrôle.
que nous tentons, quand la proposition est pertinente et étayée, de prendre en compte de notre programme de travail, mais ça reste encore peu formalisé. Il y a aussi beaucoup de courriers anonymes, il y a beaucoup de choses de détails, et nous pensons qu'à l'ère justement de la démocratie participative, on y est quand même, de la démocratie citoyenne, il faut aller un peu plus loin, et cette demande de participation, elle est très présente dans le cadre de JA 2025. On a commandé, je l'ai dit, une étude à Harris Interactive, et ses conclusions étaient claires: 84% des personnes interrogées, 84%, étaient favorables à ce que les citoyens puissent être entendus lors des contrôles qui les concernent en tant qu'usagers, et 82% souhaitaient pouvoir saisir les juridictions financières sur un sujet précis. Et donc, je veux, par ces propositions, m'assurer que les moyens et les travaux des juridictions financières sont bien utilisés pour répondre aux interrogations du public. Après, il va falloir mettre en place un dispositif qui permette tout de même que, les propositions de saisine soient significatives. Ça ne peut pas être 2 personnes. Vous savez, on mobilise des moyens, on a des ressources limitées. 2, ça doit être dans le champ des compétences de la Cour. On va nous demander d'aller investiguer sur des problèmes privés ou des problèmes qui sont totalement à l'écart de nos compétences et de notre champ de compétences. Donc, il y aura sans doute une partie, j'allais dire, de filtre, mais de filtre intelligent, qui n'est pas là pour bloquer, mais qui est là au contraire pour permettre aux vrais grands sujets concernant, pour les citoyens en général, d'émerger. Et on est en train de travailler à mettre en place cette plateforme citoyenne. Ouais, sachez qu'on est à votre disposition si vous avez besoin d'accompagnement dans le cadre pour intégrer cette mesure dans le prochain plan d'action gouvernement ouvert. La DITP sera ravie de vous accompagner. Même question sur la mesure 2, développer un nouvel axe de contrôle appelé évaluation de la qualité du service public rendu pour mieux prendre en compte le point de vue de l'usager. Est-ce que là aussi on est véritablement sur des retours usagers, des comités usagers, ou alors sur l'idée aussi de comment est-ce qu'on définit ce que c'est que la qualité du service rendu? Lorsque j'ai lancé cette démarche dite JA 2025, j'ai voulu placer en son cœur le lien au citoyen, on vient d'en parler, mais aussi le lien à l'usager dans son processus d'abord, car comme je le disais, les ateliers ont conduit leurs travaux en recourant au retour d'expérience des différents usagers ou partenaires de la Cour et des chambres régionales des comptes, mais aussi dans les objectifs, car je pressentais l'importance et le caractère novateur pour la Cour et les CRTC de se placer dans une perspective d'amélioration du service public de la justice financière. Et on a fait un constat partagé qui, je crois, est assez éclairant, c'est que le citoyen est laissé de côté aussi en tant qu'usager, contribuable et lecteur, tout simplement partie prenante à la vie publique, à l'exception, je l'ai dit, des évaluations de politique publique. Et il n'est pas vraiment, il faut le reconnaître, au cœur de notre démarche de contrôle, qui pour le coup est beaucoup plus top-down. Alors, j'ai voulu d'abord qu'on change la programmation, c'est déjà le cas. Depuis 2019, on a mis au rang des priorités transversales, l'amélioration du service rendu aux usagers du service public, mais par exemple, le terme usager ne figure pas dans notre guide pratique du contrôle des comptes et de la gestion. Il n'est nulle part dans le code des juridictions financières, et c'est assez frappant. Et de même, les procédures de consultation du public dans le cadre de l'instruction sont rares, et elles sont cantonnées aux évaluations de politique publique toujours. Et j'ai donc décidé de faire figurer dans notre plan de transformation l'action 2 que vous mentionnez. L'objectif, c'est de faire en sorte que nos travaux soient imprégnés de la vision des destinataires finaux de l'action publique, ce qui contribuera au décloisonnement des juridictions financières en permettant de diversifier aussi leurs interlocuteurs. Et puis ça va renouveler, j'en suis persuadé, des approches de contrôle, à la fois sur la méthode et sur le fond, parce que la Cour et les chambres régionales ne formuleront peut-être pas les mêmes conclusions après avoir recueilli les contributions du public. Et dans ce cadre, je souhaite en effet que les contrôles organiques des administrations ou établissements intègrent une étape systématique de vérification de la satisfaction des usagers ou des parties prenantes, en tout cas qu'elle est prise correctement en compte par l'organisme qui est contrôlé. J'ai donné quelques exemples, comment telle collectivité en charge de la collecte des ordures ménagères sollicite-t-elle l'avis des riverains sur le service qu'elle rend, quel jugement peut-on émettre sur ces procédures de recueil des plaintes, comment applique-t-elle la charte Marianne. Et cette partie prendra la forme d'une rubrique dédiée dans le guide du contrôle des comptes et de la gestion à destination des magistrates et magistrats. Donc, c'est plus, si vous voulez, de l'ordre de la révolution culturelle, ce qu'on propose.
Justement, on a une première question sur le sujet de la révolution culturelle de Marianne Billard qui demande comment faire en sorte que l'ouverture faite aux citoyens touche au-delà des spécialistes des finances publiques, alors même que tous les secteurs sont concernés. Elle donne l'exemple de la société civile qui travaille sur les sujets de l'environnement, de la lutte contre la pauvreté. Comment est-ce qu'ils pourraient aussi participer à l'exercice? Moi, je ne suis pas pessimiste sur ce point. Je pense que les choses évoluent, qu'elles ont beaucoup évolué. Le grand débat national là-dessus, auquel la Cour a beaucoup participé, a été tout à fait éclairant. Il a montré de façon très puissante ce besoin de dialogue, d'ouverture, de participation. Et je pense que ça se fait sentir à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et donc, ça nous pousse à promouvoir des méthodes de travail qui soient plus horizontales et plus collégiales. Et c'est essentiel pour motiver les agents. Alors, il se trouve que nous ne manquons pas d'atouts pour ça, parce que justement, cette culture du débat collectif, de la confrontation des points de vue, nous l'avons. Nous l'avons à travers la collégialité, c'est-à-dire qu'un rapporteur fait son rapport, ou une équipe de rapporteurs fait son rapport, il y a un contre-rapporteur, c'est jugé en chambre. Et nous le faisons aussi à travers la contradiction, parce que nous ne rendons jamais un rapport sans qu'il y ait une contradiction avec les organismes contrôlés, ce qui est d'ailleurs un des sujets qui crée du délai. La loi nous y oblige, et c'est notre pratique quotidienne, donc je pense qu'il y a un bon atout, et j'ai pu mesurer lors des ateliers, je vais dire, de co-construction du projet, combien ces valeurs étaient présentes. Je suis aussi convaincu que l'ouverture grandissante à l'international nous oblige à de nouveaux standards et à remettre en question certaines habitudes. C'est toujours très précieux. Et là, mon expérience passée de commissaire européen en particulier, député européen aussi, m'a montré à quel point les échanges de vues, de bonnes pratiques avec des homologues européens étaient utiles. Et on est rarement ouvert et participatif tout seul. D'ailleurs, on vit dans une période qui isole beaucoup tout le monde, et ça nous rappelle la force du collectif. À titre d'exemple, la Cour des comptes britannique, le NAO, National Audit Office, est venu non pas nous inspecter, mais faire une peer review, une revue des pairs, et on a ouvert tous nos livres, et ça a été extraordinairement instructif pour nous, j'espère aussi un peu pour, enfin, dans la formation initiale que nous donnons à nos magistrats, rapporteurs, vérificateurs, il faut mettre l'accent sur un bon équilibre à trouver entre les secrets, ou le secret qu'on doit respecter, et l'ouverture, qui est le sens de notre mission. D'ailleurs, je vous le dis au passage, ici à la Cour, ça m'a frappé aussi par rapport à la période où je suis arrivé, on était un peu plongé comme ça dans le grand bain tout seul, débrouille-toi, apprends à nager. La formation est devenue quelque chose de très très important. Et encore une fois, on accueille aujourd'hui des publics assez divers, puisqu'on a des filières de recrutement, des magistrats qui viennent par l'ENA, d'autres qui viennent par un concours direct dans les CRTC, des rapporteurs extérieurs, des tours extérieurs, une intégration de militaires, ce qui permet d'avoir ici une diversité beaucoup plus forte que la cour que j'ai connue, qui avait quand même un côté club masculin chic, qui pouvait avoir son charme, mais qui ne correspond pas à ce que la société française est aujourd'hui. D'ailleurs, puisque je parle de club masculin chic, un des actes de mon action, et ça, c'est pas du baratin, c'est de promouvoir la mixité vraiment avec puissance. Voilà, je pense qu'il y a une culture quand même qui s'installe bel et bien à la Cour des comptes sur un fondement qui n'est pas mauvais. On a justement une question de Kaina là-dessus. Quelle est la part des femmes dans les effectifs des juridictions financières au poste de haut niveau? Alors, c'est une part qui va grandissant. Quand je suis arrivé ici en 1984, de tête comme ça, il y avait 2 femmes conseillères maîtres. Une qui est devenue procureure générale par la suite, Mme Gistreau, qui était une pionnière là-dedans, et puis l'autre qui était dans la chambre où j'étais. Aujourd'hui, il doit y avoir... les effectifs sont paritaires ici, c'est 51-49. Mais pour ce qui est des A+, comme on dit, c'est à peu près 70-30. Alors, il faut y voir aussi des effets de vivier, parce que putain, il faut on part et on arrive. Après, il y a les recrutements par concours qui jouent leur rôle, mais il faut avoir une démarche extrêmement volontariste. Cette démarche volontariste, elle a commencé avec mon prédécesseur qui, par exemple, a fait en sorte que dans les présidents et présidentes de chambre, il y ait une parité totale dans ce qu'on appelle le comité du rapport public et des programmes. Les chefs de la Cour, entre guillemets, sont vraiment la parité homme-femme. Je suis le premier président, la procureure générale est une femme, et sur les présidents de chambre, il y en a 3 sur 6 qui sont
des femmes. Mais il faut avoir une démarche très volontaire. Le critère toujours est de la compétence, bien sûr. Mais à compétence égale, il faut aller plus loin parce qu'on sait que s'il n'y a pas de volonté politique, ça ne marchera pas. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a 2 semaines, j'ai fait nommer à la place d'une femme, rapporteur général du rapport public de la Cour des comptes, une autre femme, jeune, à l'aune de ce qu'est une présidente de chambre, très jeune même, toujours assez tôt, c'est une femme jeune par ailleurs, enfin, il n'a pas 35 ans, mais il faut aussi arriver à un certain moment de hiérarchie. Et j'ai eu à remplacer 3 présidents et présidentes de chambre régionale des comptes, j'ai nommé 3 femmes. Et je continuerai. Ce qui fait que, par exemple, chez les présidents de chambre régionale des comptes, je crois que c'était de l'ordre sur 17, il y avait 4 femmes. Nous sommes déjà 3 femmes, nous sommes déjà à 5. Et mon objectif, c'est d'arriver très vite à la parité. Et ça, c'est quelque chose que je pousserai résolument. Je ne supporte plus cette espèce de déséquilibre subi ou organisé. Et quand on me proposera des promotions trop masculines, je les refuserai. J'ai aussi fait nommer ou intégrer 3 personnes au tour extérieur référendaire. J'ai fait nommer 2 femmes sur 3. Alors, on a une autre question, mais qui nous ramène à la comptabilité publique, mais qui n'est pas sans lien avec les questions de genre. C'est une question de Mathilde Debras qui demande quel regard portez-vous sur les propositions émergentes de développer de nouvelles formes de comptabilité publique, comme les budgets liés aux questions de genre ou le budget vert, le green budgeting? C'est pas ici qu'on élabore les normes de comptabilité publique. Nous sommes là pour les faire appliquer, les vérifier, les contrôler. C'est plutôt en effet le ministère des Finances et la DGFiP qui fait ça. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour ces démarches. Beaucoup de sympathie. J'ai déjà été ministre des Finances dans une autre vie. Je trouve en effet que c'est une démarche qu'il faut poursuivre, approfondir. Et alors, je reviens, j'essaye de faire des synthèses des questions. Nous pouvons le proposer, bien sûr. J'ai Daniel Roger qui demande comment évaluez-vous l'efficacité de l'évaluation des politiques publiques, et je cumule avec la question d'Olivier Brown qui demande comment les compétences d'évaluation données aux chambres régionales des comptes pourront s'articuler avec les dispositifs d'évaluation des collectivités territoriales. Donc, il y a bien ça dans le rapport JF 2025, il y a vraiment aussi l'ambition de booster l'évaluation des politiques publiques à tous les niveaux. La Cour des comptes, je vous disais, a une mission constitutionnelle d'évaluation des politiques publiques. Elle n'est pas seule. D'ailleurs, je pense que personne ne doit demander le monopole de l'évaluation de politique publique. C'est bien que ce soit partagé, que France Stratégie en fasse, que le monde universitaire en fasse. Et d'ailleurs, il faut aussi que nous soyons capables, nous, de faire des évaluations publiques, pas seuls, mais avec d'autres. Dans quelques minutes, je recevrai le président du CESE qui quitte ses fonctions, Patrick Panasconi. On peut travailler avec le CESE, on peut travailler avec France Stratégie, on doit travailler avec le CNRS. J'ai signé en arrivant ici une convention de partenariat avec le CNRS, avec le monde du savoir. Il ne faut justement pas rester entre magistrats, il faut aussi s'ouvrir à ça. Une évaluation, c'est quelque chose qui, sans être canonique, a quand même un certain nombre de ressorts scientifiques qu'on doit respecter. Ça prend du temps, pour le coup, c'est pas contradictoire, mais c'est complémentaire de la démarche d'accélération que je souhaite pour nos contrôles, et ça demande des ressources. Je note encore une fois qu'on monte de quelques 5% aujourd'hui, 4-5% à quelques 20% de nos ressources d'ici à 2025, justement pour avoir une vision plus transversale et plus profonde. Et donc, en faire plus et faire avec d'autres, voilà ce qui est ma démarche, parce que je pense que c'est extraordinairement utile à l'époque où nous vivons et aussi dans le rendu citoyen. Pour ce qui est des évaluations de politique publique des chambres régionales des comptes, je souhaite qu'elles prennent à l'échelle territoriale la place que la Cour des comptes joue à l'échelle nationale. Et je me suis entretenu de ça avec Madame Gouraud, qui était très sympathique avec l'idée. Et j'ai bon espoir parce que c'est vraiment une mesure législative, ça figure dans le projet de loi 4D qu'elle défendra au Sénat cet été, et qu'on puisse être saisi, que les chambres régionales des comptes puissent être saisies de demandes d'évaluation de la part des régions, des départements, peut-être des métropoles. Je ne sais pas si le Sénat ou l'Assemblée en décident ainsi. Et ce sera une vraie petite révolution, même si, comme toujours, ces révolutions sont précédées par la pratique, parce que de facto, les magistrats aujourd'hui, des chambres régionales des comptes, commencent à s'intéresser, depuis quelque temps déjà, pas seulement, encore une fois, à l'organisation ou aux règles, mais aussi au fonctionnement
et à la pratique ou politique publique. C'est tant mieux. Et j'insiste sur ce sujet parce que c'est vraiment pour nous la clé de voûte sur la diffusion, l'engagement de la société civile, des agents publics sur le gouvernement ouvert. Quels peuvent être les leviers pour transformer cette culture autour de la transparence, autour de l'évaluation chez les agents publics? Est-ce que ça passe par la formation, aussi la formation des magistrats? Est-ce que ça passe par ce qu'on apprend à l'ENA? Est-ce que c'est plus largement la façon dont on traite dans la culture politique française la notion de transparence qui est souvent aussi alliée avec la défiance? Voilà, comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses? C'est un peu à tous les étages, en quelque sorte. J'ai l'impression, pour m'être entretenu avec le directeur de l'ENA, même si j'ai l'impression que les choses sont compliquées, mais que son intention, effectivement, est d'introduire davantage une approche transversale des politiques publiques, que ce soit dans les concours ou que ce soit dans les enseignements. Après, il reste à discuter cela. Moi, c'est pas mon rôle. Je ne suis pas le directeur de l'ENA et je ne suis pas membre du gouvernement, mais je pense que la logique d'ensemble n'est pas une logique absurde. C'est très important de le faire dans la formation. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'on ne peut pas mener des évaluations, encore une fois, dans l'entre-soi. Et je redis mon message, une évaluation de politique publique, il ne faut pas avoir peur de la faire à plusieurs. Je pense que les magistrats de la Cour doivent apprendre à se frotter à d'autres, se frotter à les universitaires, et puis que cela se fasse aussi en mettant l'accent, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le dialogue avec le citoyen dans ses différentes dimensions, et y compris dans sa dimension d'usager. Voilà. C'est un peu à tous les étages qu'il faut diffuser cette culture d'évaluation, mais il faut aussi y consacrer des ressources. Et encore une fois, je redis mon message central, une action qui, je ne sais plus quel numéro, qui disait, mais très précise, passons de 4 à 5% aujourd'hui du temps magistrat consacré à l'évaluation de politique publique à 20% en 5 ans. Ça a l'air de rien, c'est absolument considérable. Puis ça implique aussi un changement parce que ce n'est pas du tout le même exercice qu'un contrôle. Alors attention, question geek, on a plusieurs questions sur les données publiques. Question de Clara, quelle place pour l'ouverture des données publiques dans les différentes initiatives de la Cour des comptes? Et Pierre Dubreuil, quelle place pour les stratégies basées sur la science des données? Mais je crois savoir que vous avez des data scientists à la Cour des comptes. Ce que je disais, c'est que ça m'a frappé en revenant ici. Moi, j'ai quitté la Cour en 1988, j'y suis revenu brièvement en 2003, puis j'ai fait une assez longue vie professionnelle, ce que certains appellent parfois une carrière à l'extérieur, comme haut fonctionnaire, comme membre du cabinet ministériel, comme homme politique, bien sûr, tout en gardant toujours un contact très étroit avec la Cour. Et la Cour que j'ai connue était une cour où effectivement tout était extrêmement matériel. On allait prendre sa liasse poussiéreuse avec ses nœuds, on défaisait le nœud, donc c'était ouvrez, voyez, puis on travaillait avec son crayon. Et aujourd'hui, je pense qu'en matière numérique, on est plutôt extrêmement avancé. Et c'est vrai qu'on traite les données ici. Et c'est vrai qu'on a recruté des data scientists. C'est vrai qu'on a mis aussi en place un centre d'appui métier, que je préfère pour ma part d'ailleurs appeler un centre d'expertise et de ressources, qui permet l'accès aux données à tous les magistrats. Et ça a été extrêmement précieux. Je vais prendre un exemple très, très concret. Nous vivons comme tout le monde dans la crise Covid et ça perturbe nos façons de travailler. Eh bien, on ne s'est pas arrêté de travailler, notamment grâce à ça. Il y a quelques jours, j'ai remis le rapport public annuel au président de la République. J'ai été le présenter devant les deux assemblées. Et je ne dirais pas à ma grande surprise, parce que je le savais, mais la Cour a maintenu exactement son niveau d'activité des années précédentes. L'échange général aussi va exactement. C'est pas exactement le même type d'activité, justement, parce qu'il y a moins de contacts, moins d'échanges, parce qu'on n'a pas voulu non plus être sur le dos d'administration qui était en première ligne et qui avait autre chose à faire que de répondre à un questionnaire. Mais voilà, c'est tout à fait précieux et on continue à avoir là-dessus de l'avance. Et on a été beaucoup plus réactifs parce qu'on était beaucoup mieux outillés que d'autres administrations. Comme quoi, donc, être ouvert, avoir un travail sur les données déjà très poussé, c'est un très grand atout qu'on se trouve dans ce genre de situation. Pour nous, le télétravail n'a pas été un problème. Il est vrai que les magistrats ont souvent des habitudes de travailler chez eux. Enfin, ils savent faire.
Mais ils savent le faire, eux, parce qu'il y a derrière ça une infrastructure qui le permet. Et alors justement, une question sur le rapport annuel, on nous demande si on peut imaginer une intégration dans le rapport annuel d'une partie bilan des demandes citoyennes. Oui, absolument. Non seulement on peut l'imaginer, mais ce sera fait. C'est bien dit. Parce qu'une difficulté, j'imagine, c'est que comme vous menez vos enquêtes de façon plutôt confidentielle dans un premier temps, ce sera difficile de notifier aux citoyens qu'on a bien reçu leur Non. et qu'on est en train de les traiter. Non, ça on peut le faire. Il y aura une démarche qui soit aussi une démarche de rendu aux citoyens. Ce ne sera pas une boîte noire, cette plateforme citoyenne. Après, les travaux avanceront et ils seront rendus publics à leur rythme. Mais vous savez, le rapport public annuel, c'est une très belle chose, qui est un instrument très puissant. C'est le flagship de la maison, pardon, c'est un anglicisme, parce que tout le monde le connaît. Les Français l'attendent, ils le lisent. Je suis encore frappé, même cette année, dans le contexte comme un peu particulier où nous vivons, il y a des centaines et des centaines de reprises dans la presse, notamment la presse quotidienne régionale, des insertions du rapport public. Mais c'est loin d'être notre seul produit. Nous avons des rapports publics thématiques tout au long de l'année. Maintenant, il y en a une vingtaine par an. Il y a des référés, et le moment venu, toutes nos publications, encore une fois, seront accessibles en transparence. Et donc, voilà, il y aura des choses dans le rapport public annuel, mais il y aura des choses tout au long de l'année. Super. Et alors, une question de Julia Cibrario, qui est une étudiante de Sciences Po qui anime une communauté de jeunes qui cherchent à engager justement les jeunes dans les problématiques de gouvernement ouvert, qui nous demande quels enjeux pour engager aussi les nouvelles générations qui sont de plus en plus détachées de la politique et qui s'expriment par d'autres moyens où le service public n'arrive pas pour l'instant. Comment est-ce qu'on fait pour les impliquer ? Vaste question, à laquelle je n'aurais pas la prétention de répondre. C'est une vraie question politique en réalité. C'est plus mon activité d'aujourd'hui. Ce que je veux dire simplement, je vais le prendre de manière indirecte par l'institution que je préside aujourd'hui. Quelle est l'importance de cette institution? Pourquoi est-ce que, au terme d'une longue vie politique qui aurait pu se poursuivre, j'ai choisi, j'ai voulu devenir premier président de la Cour des comptes? Parce que je pense qu'on vit à un moment extrêmement critique pour nos démocraties, où nous sommes bien sûr menacés par les populismes, où la démocratie n'est plus un acquis, où le libéralisme au sens politique du terme est partout, où nous sommes submergés par les fake news. Pas la peine d'insister sur ce qui s'est passé aux États-Unis, qui est extrêmement à la fois frappant et choquant à la fin de la présidence Trump, dans la contestation même de l'élection. Et le service public garde là un rôle de boussole absolument essentiel. Parce que justement, il est là pour défendre l'intérêt général, parce qu'il est là pour manifester ce sens du service des autres qui est précieux dans une société, parce que c'est ce collectif qui l'a fait tenir ensemble. Et dans une institution comme la mienne, qui est une institution de contrôle à la base, le fait d'être un producteur de données objectives, étayées, maintenant de plus en plus concertées, discutées, ouverte aux citoyens, c'est très précieux. Ce qui fait que les gens respectent la Cour des comptes, c'est parce qu'ils savent que quand on fait un rapport, il est indépendant, il est collégial, il a été contredit et il repose sur des chiffres et des faits. Et ça, je pense que pour des jeunes, le service public reste quand même extrêmement attractif. Je vais vous parler de rapport public annuel. Quelle était la leçon du rapport public annuel sur la Covid? Il y avait une leçon qui était sévère, en tout cas réelle, qui était qu'on a manqué en France d'anticipation par rapport à la crise, qui était, il est vrai, pas prévisible. Mais il y a une deuxième leçon qui est extrêmement précieuse et positive, qui est que nos acteurs publics, je parle des acteurs publics, État, collectivités locales, entreprises publiques, etc., les administrations ont très bien réagi. Qu'une fois que la crise est partie, il y a eu de la mobilisation, il y a eu de la créativité, il y a eu de la réactivité. Et ça, je pense que ça mérite quand même de s'engager. Et parce que c'est à la fois assez exaltant, et c'est utile.
Et pour des jeunes, je sais à quel point le sens de l'utilité, de l'altruisme est important. Mais du coup, les démarches d'ouverture, de transparence, de probité, le fait de rester au niveau d'exigence souhaité, c'est fondamental. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, j'ai répondu à ma façon, par le petit bout, enfin pas si petit, hein, quand même, de ma lorgnette. Un prolongement de la question. Je vais vous dire une chose plus qui est politique pour le coup, pardon, mais on ne peut pas s'empêcher, quand on a été un homme politique, on peut avoir dans des situations compliquées à l'avenir, elles peuvent arriver, une prise de pouvoir, par exemple, par des formations non démocratiques. On a besoin du service public. On a besoin d'institutions comme celle-ci qui restent indépendantes parce que ce sont des vigies pour continuer à éclairer le citoyen dans toutes les situations qu'offre la vie politique. Et là, le service public est fondamental. Non pas qu'il soit indiscipliné, mais qu'il a aussi sa logique et sa philosophie. Alors, une question qui prolonge celle-là, d'un fan, Tony Brando, un fan des vidéos mais rapports en 180 secondes de la Cour des comptes et qui demande comment est-ce qu'on peut rendre les rapports de la Cour des comptes plus accessibles et plus intelligibles pour tous les citoyens. Ça, c'est un travail, j'allais dire, éditorial, qui soit plus court quand même, qui soit plus lisible, que les propositions soient plus saillantes. C'est un travail patient qu'on va mener avec la nouvelle rapporteure générale, qui ira de pair d'ailleurs avec le raccourcissement des délais, parce que ce sera aussi une pression quand même faire un tout petit peu plus ramassé qu'on a tendance à le faire aujourd'hui. Un rapport qui fait 150 pages, c'est très très bien, mais qui va le lire? Bon, et puis moi je suis aussi grand fan de ces vidéos 180 secondes où le rapporteur vient présenter, et donc c'est aussi quelque chose qu'on va généraliser. Et ça suppose aussi que la Cour des comptes elle change aussi sa communication. Et sa communication doit être plus ouverte, elle doit être moins institutionnelle. Et je pense qu'on peut faire, déjà, on est pas mal, hein, comme on peut faire encore mieux en termes de réseaux sociaux, de vidéos, d'accès à notre site internet, etc. Le directeur de la communication de la Cour la quitte après 10 ans de bons et loyaux services où il a fait un formidable boulot, mais je vais recruter quelqu'un avec ce mandat qui est booster encore la communication pour la mettre à la hauteur de l'ambition de GF 2025, parce que la communication, c'est pas du de la poudre de perlimpinpin, c'est pas du superficiel, du spectaculaire, c'est indispensable si on veut justement que ce qu'on produit soit connu et bien connu. Alors, on suggère aussi des data visualisations. Ça peut être effectivement une première étape avant la Cour des comptes sur TikTok. Faites vos suggestions. Soyez citoyens. Mon rêve, c'est d'avoir une visualisation de tout le budget de l'État et de son engagement à son contrôle, nous dit Marianne. Chacun a les rêves qu'il veut, mais on essaiera de permettre à celui-ci de devenir une réalité. Alors, vous parliez tout à l'heure de votre carrière politique. Une question, parce qu'on est aussi en train de préparer la présidence française de l'Union européenne et comment est-ce qu'on peut pousser aussi les problématiques de gouvernement ouvert dans ce contexte-là et réfléchir à la souveraineté européenne et à l'identité européenne aussi en donnant une couleur très, très citoyenne, transparente, collaborative. Quel regard vous portez sur justement la place de la participation citoyenne et de la collaboration à l'échelle de l'Union européenne? C'est forcément un peu compliqué parce que c'est un échelon qui est plus lointain. C'est encore plus compliqué dans la période où nous évoluons, où les frontières sont plus ou moins fermées, où en tout cas les déplacements internationaux sont plus complexes, mais c'est tout à fait vital. Et à cet égard, je signale qu'il va se réunir maintenant une nouvelle convention pour réfléchir à l'avenir de l'Europe, qui doit absolument promouvoir cette démarche citoyenne. Quand j'étais ministre des Affaires européennes, ça fait bien longtemps, c'est plus de 20 ans, j'avais organisé, suite à mon prédécesseur d'ailleurs Michel Barnier, des dialogues citoyens dans l'ensemble des régions.
Et je pense qu'il faut absolument faire ça et le promouvoir dans les universités, le promouvoir dans les milieux professionnels, travailler avec des associations de jeunes en particulier. Il faut vraiment, Clément Beaune, le secrétaire d'État, mouille vraiment sa chemise, autant qu'il est possible dans la période physiquement. Il faut continuer à le faire. Oui, je suis un homme politique et j'ai toujours été un Européen aussi. Et encore aujourd'hui, j'allume ma visio très régulièrement pour donner des cours à des jeunes à Sciences Po Paris, à Columbia University, au Collège de Bruges, mais aussi si on me sollicite pour faire une conférence à l'IEP de Rennes, à l'IEP de Nancy, dans une école de commerce, dans un collège, dans un lycée, j'essaie de trouver du temps. Et donc, il faut incarner l'Europe par le dialogue. Là-dessus, on nous demande si vous avez des échanges de bonnes pratiques avec vos homologues européens et internationaux. Avez-vous, ça bouge vite, avez-vous quelques exemples en tête des comptes qui ont fait ce choc d'ouverture? Vous parliez tout à l'heure de l'Angleterre. Il y a toute une série de... Il y a d'abord des organisations internationales, il y a ce qu'on appelle l'INTOSAI, c'est en quelque sorte l'organisation mondiale des cours des comptes ou institutions supérieures de contrôle, on les appelle comme ça, parce qu'elles ne sont pas toutes des cours, elles ne sont pas toutes juridictionnelles. Il y en a qui sont des corps d'audit, beaucoup d'ailleurs. Et puis il y a ce qu'on appelle l'Eurosai, c'est l'organisation européenne, et puis il y a les coopérations bilatérales que nous pouvons avoir avec des chambres avec lesquelles nous sommes très liés. Depuis que je suis là, la chambre allemande, bien sûr, la chambre néerlandaise, la Cour des comptes des communautés européennes, la Cour des comptes russe. Et ça, c'est quelque chose que j'espère pouvoir développer dès qu'on reviendra à un monde où on peut enfin commencer à bouger et rencontrer vraiment ces interlocuteurs. Et dans JA 2025, je propose qu'il y ait d'abord des échanges de magistrats, qu'il puisse y avoir des enquêtes communes entre diverses institutions supérieures de contrôle, qu'on intensifie cet échange de bonnes pratiques. Et puis, je veux souligner aussi une mission sur laquelle je n'ai pas insisté jusqu'à présent de la Cour des comptes, c'est que nous avons des missions internationales très importantes. Nous sommes commissaires aux comptes de toute une série d'organisations, que ce soit l'OSCE, nous avons été à l'OCDE, nous sommes à l'Organisation mondiale du commerce, nous sommes sur le programme alimentaire mondial, qui, vous le savez, obtenu le prix Nobel, et nous sommes candidats avec les commissaires aux comptes des Nations Unies à partir de 2022. Et j'ai bon espoir que nous emportions d'ailleurs cette compétition amicale. Et donc, cette action internationale, pour moi, elle est très importante, de la même façon que je souhaite que la Cour des comptes puisse jouer un rôle d'évaluation de la politique de développement. Enfin bon, moi, je suis très engagé là-dessus. J'avoue un peu frustré d'arriver ici à un moment où le monde s'est fermé, mais il faut préparer son ouverture, sa réouverture. Si vous travaillez avec la Cour des comptes en Russie, ça doit être quand même assez exotique. Non, alors la Cour des comptes en Russie est plus indépendante qu'on le croit. Elle est confiée à un qui a été assez proche de Poutine, mais qui justement a acquis son indépendance, un ancien ministre des Finances, et ils ont un bon standard de qualité. Et puis enfin, il y a effectivement cette démarche que j'ai souhaité de peer review. Quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est pas mal qu'il y en ait d'autres qui regardent ce qu'on fait. J'ai pu confier à une organisation qui justement n'avait pas une structure comparable à la nôtre, qui n'est pas une cour. Si je l'avais confié aux Italiens ou aux Portugais, ça aurait été des cousins qui nous disent, vous pouvez faire mieux ceci, mieux cela, ça. Non. J'ai confié à une institution anglo-saxonne qui dépend du Parlement et qui fait en fait beaucoup d'audits de performance. Et ça a été formidablement éclairant. Et ils ont fait des propositions extrêmement simples, justement intégrer la Cour et les chambres régionales des comptes, développer les audits flash, muscler les équipes. Et voilà, donc il ne faut pas avoir peur de la confrontation avec des gens qui, y compris, ont un modèle culturel différent du nôtre. Et je dirais même, il vaut mieux commencer par des gens qui ont un modèle culturel différent du nôtre. C'est de cette confrontation que naît la créativité.
On a une question de Mathilde là-dessus sur vos homologues partenaires. Le prochain plan d'action gouvernement ouvert engagera plusieurs administrations pour la transparence et la redevabilité. La Cour des comptes va certainement s'engager, on croise les doigts. Quels autres engagements d'autres administrations souhaiteriez-vous voir dans ce plan d'action? Non, franchement, on verra ceux qui y sont, mais je poursuis sur ma réflexion pour donner encore des exemples. Hier, je participais au forum de l'OCDE sur la transparence et la probité, donc la présidente de Transparency International, par exemple. Ça, c'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup investi au cours de ma vie, notamment lorsque j'étais commissaire européen. Je souhaite qu'on reconnaisse aussi le rôle des lanceurs d'alerte. C'est aussi une des autres propositions de JA 2025, et nous serons les premiers à le faire de manière aussi officielle. Et puisque j'évoquais l'OCDE, je vais essayer de nouer aussi une relation de partenariat avec eux. Il y a 1000 choses à inventer, et vraiment le plus d'administrations souhaitent participer à ce type de démarche, le mieux c'est. Comment ça pourrait se matérialiser de reconnaître le rôle des lanceurs d'alerte? Il s'agirait de les protéger également? Non, d'abord de les écouter et de prendre en compte leurs alertes. Les protéger, c'est pas à nous que ça revient. Par contre, intégrer leurs suggestions dans nos travaux, oui, bien sûr. Mais je crois beaucoup personnellement à la protection des lanceurs d'alerte par ailleurs. Mais ça, c'est mon côté citoyen. On revient à des questions d'éducation. Marie-Gisèle demande à quand les présentations des métiers de la Cour des comptes dans l'orientation scolaire des jeunes de toutes origines? Je ne fais pas les programmes scolaires. Je suis très, très disponible pour y contribuer, pour faire connaître nos activités. La Cour des comptes est tout simplement une institution de la République, une grande institution de la République. Et elle a sa place dans l'éducation citoyenne et civique des jeunes. Mais il y a un truc qui me rassure quand même, c'est encore une fois son extraordinaire notoriété. 90% des Français connaissent la Cour des comptes. Formidable. Donc elle a réussi quand même à... Mais c'est vrai que c'est moins le cas chez les jeunes. Encore que, vous savez, ce bâtiment où je suis, là, parce que je suis rue Cambon, là, dans mon bureau, est un des plus visités à l'occasion des Journées du patrimoine. Et je crois qu'on reçoit quand même, on a reçu encore cette année 2000 personnes, malgré la crise Covid. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Et j'ai beaucoup de demandes que je regrette de ne pas pouvoir honorer en ce moment, de scolaires qui veulent visiter la Cour des comptes. J'attends avec impatience de pouvoir leur dire, voilà, les conditions sont réunies pour que vous veniez ici. Et je souhaite aussi que ce soit un bâtiment ouvert, physiquement, pas une cour fermée. Et c'est le cas parfois, puisque vous avez déjà tenu par le passé des hackathons, et c'est une des mesures du plan JF 2025. Vous souhaitez organiser des forums. Oui, tout à fait. Non, mais encore une fois, je souhaite vraiment que ce soit une maison aussi ouverte que possible, compte tenu du fait, bien sûr, qu'on fait un métier qui doit tout de même rester discret et à l'occasion secret. Alors, j'ai plusieurs questions assez précises. Je vous les livre en vrac. Pourquoi ne pas ouvrir une réflexion sur l'utilisation des aides publiques aux entreprises au regard des risques de participer involontairement à une opération de blanchiment? Dans quel délai pensez-vous pouvoir ouvrir la plateforme dédiée aux citoyens? Et on a pas mal de questions aussi sur les finances des petites communes. Et les baisses de financement des collectivités territoriales. Je ne vais pas rentrer ici dans les sujets de fond parce que je pense que ce n'est pas lieu et qu'on n'a pas le temps. En revanche, pour tout ça, ce sera débattu dans le cadre justement de la plateforme citoyenne. Quand est-ce que je pense l'ouvrir? Vite. Ça, c'est une action pour l'année qui vient. Et ce serait même bien que ce soit fait avant la fin de l'été. Donc, il ne faut pas traîner, il faut donner des signaux. Il n'y a pas seulement un rapport qui est là, il n'a pas seulement été approuvé par les conseils supérieurs ou les instances de gouvernance de la maison, il n'est pas seulement soutenu par le gouvernement avec un décret en Conseil d'État qui doit être adopté rapidement, il doit se mettre en mouvement. Et commençons par la proposition numéro 1. Pour ce qui est des efforts demandés aux communes, je signale juste une chose, c'est que la
Cour des comptes s'est vu confier par le président de la République et le Premier ministre un très large audit des finances publiques, de la trajectoire des finances publiques, mais aussi des réformes structurelles qu'on peut mener pour les rendre plus soutenables à moyen terme, rapport que je rendrai d'ici un mois, et qui inclura bien sûr ces questions. Et d'ailleurs, en ce moment même, je mène des consultations avec les associations d'élus. Hier, je voyais les associations des petites communes, les associations des maires ruraux, les associations des communautés, sans parler de l'association des maires de France. Et toutes ces questions sont traitées ici aussi dans ce qu'on appelle la formation finances publiques locales, puisque nous travaillons à la fois sur les finances de l'État, sur les finances sociales, sur les finances locales, et vous trouverez dans nos rapports pour une série d'informations précises sur ces sujets. Sur les communes rurales, c'est un peu moins notre rayon, parce que vous savez qu'on a des strates pour les contrôler, moins à l'aise. Mais peut-être justement que l'évaluation de politique publique permettra de jeter un regard plus latéral, plus transversal. C'est ce que je disais hier au président de l'association des maires ruraux, M. Fournier. Merci de vous prêter à cet exercice, parce qu'il y a des questions très diverses qui arrivent de tous les côtés. On n'est pas encore sur Twitch, mais quand même, c'est pas évident. Je vous propose d'en prendre une dernière, parce que c'est un sujet qui revient souvent, qui est un souci de transparence et de finance chez les citoyens, c'est les Jeux Olympiques. Ce sera probablement pour vous un gros chantier. Est-ce que vous y préparez spécifiquement? Est-ce que là aussi il y a des enseignements qui viennent de Londres et bientôt de Tokyo pour les finances publiques des JO? On n'est pas en train de contrôler ce qui se passe à Londres ou à Tokyo, et ce n'est pas à la Cour des comptes de faire ça, mais je pense qu'en tout cas, c'est des échange de bonnes pratiques qui vaut pour l'administration elle-même. Mais on a des contrôles sur l'organisation des Jeux Olympiques. Mais ils sont en cours, je ne peux pas les trahir. Je verrai M. Estanguet dans quelques jours. Et la Cour des comptes, elle est là pour contrôler, elle est là pour évaluer, elle peut être aussi là pour conseiller. Une des forces de cette maison, c'est que c'est certes une juridiction, mais c'est aussi un grand corps de l'État. Et ça, je tiens beaucoup à ce que ça continue, c'est-à-dire à ce que nos membres, bien sûr, fassent leur temps ici, soient des magistrats sérieux, puissent y revenir à tout moment de leur carrière, mais qu'il y ait des allers-retours et qui fassent bénéficier aussi l'administration de leur expérience. Il y a à peu près 130 ou 140 membres de la Cour des comptes qui sont à l'extérieur. Je tiens à ce que ça reste, et dans des secteurs qui sont extrêmement variés, dont la culture, l'éducation, le sport ne sont pas les moindres. Je signalerais, par exemple, qu'il y avait un délégué interministériel sur les Jeux Olympiques qui s'appelait Jean Castex. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Délégué aux Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Et qui s'intéresse beaucoup aux finances publiques. C'est un membre de la Cour des comptes. Donc bien sûr. Et pas seulement aux finances publiques, aussi à la transformation publique. Et à la transformation de la Cour. Encore une fois, moi, je suis un premier président heureux. Dans les circonstances où je suis heureux comme premier président, comme citoyen, j'attends avec impatience que cette terrible pandémie passe et que nous puissions tous reprendre le cours de nos vies. Je pense que c'est important pour ceux qui regardent, pour les jeunes en particulier. Quand je vois mes étudiants, j'ai souvent vraiment le cœur serré parfois en pensant à leurs conditions de vie. Mais je suis heureux parce que je suis là où je veux, où je voulais être, menant le projet que je souhaite, avec une maison formidable et avec le soutien total des pouvoirs publics, et en particulier du président de la République et du Premier ministre. Donc, je ne me plains pas. Et le fait que le Premier ministre soit aussi un membre du corps n'est pas un handicap, même s'il fait ça avec la plus grande objectivité. Merci beaucoup. C'est déjà pas mal comme mot de conclusion, mais si je pouvais vous demander, pour se dire au revoir, peut-être de passer un message pour, si vous deviez adresser un mot aux citoyens pour les encourager à s'engager dans les travaux de la Cour et plus largement dans la dynamique de transformation de l'action publique, qu'est-ce que vous leur diriez? Nous sommes un pays, une nation qui s'est construite avec l'État.
Et il y a des critiques, bien sûr, qui sont adressées à l'État, à la bureaucratie. Il faut être capable de les adresser, comme disent les Britanniques, de les traiter. Ça fait aussi d'ailleurs partie des missions de la Cour. Mais aussi, si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a une vraie confiance dans le service public et une vraie qualité du service public, et ça repose sur la qualité des agents publics. Et encore une fois, participer au service public, c'est une mission particulière qui, dans la période que nous vivons, marquée par un très fort individualisme, marquée aussi par des chocs, est plus précieux que jamais. Et donc, je pense que s'engager dans le service public pour quelqu'un de jeune, pour quelqu'un de moins jeune, c'est quelque chose qui fait encore une fois un très grand sens. Et dans ce contexte-là, les juridictions financières, je pense, jouent un rôle discret parfois. Elles doivent rester à leur place, mais qui est essentiel, c'est celui qu'elles sont une vigie. C'est-à-dire que justement, elles contribuent à éclairer le débat public par leurs données, leurs analyses et leurs propositions. Et je souhaite que ce soit de plus en plus le cas. Encore une fois, si je devais résumer mon projet par rapport justement à l'ouverture, à la transparence, à la citoyenneté, c'est d'être dans le temps, dans la décision publique, dans les préoccupations des Françaises et des Français, à l'écoute, dans le dialogue et dans une forme de co-construction. On a des atouts pour ça, mais pour ça, il faut effectivement ouvrir, accélérer, rendre plus accessible, améliorer encore la transparence. C'est le sens du projet que je porte ici. Je suis très heureux d'avoir pour ça. C'est pour ça que je dis que mon bonheur, c'est superficiel, le bonheur de tel ou tel. Mais j'ai l'impression d'avoir les moyens de mener la transformation que je souhaite. Et ça, pour un décideur public, c'est quelque chose de rare et de précieux. Mais je le fais aussi, bien sûr, en toute indépendance. Je suis très content d'avoir le soutien des pouvoirs publics parce qu'on vit dans un écosystème, mais je le redis que la Cour des comptes est indépendante. Et il peut arriver qu'elle ait le devoir de déplaire. Elle n'est pas là pour être complaisante. Enfin, ça nous engage sur une autre problématique. Mille merci, Pierre Moscovici. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé aussi nombreux et d'avoir posé de très nombreuses questions. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 2 semaines pour l'épisode 3 de Micro Ouvert avec Sarah Durieux, la directrice de Change.org France et auteure d'un ouvrage qui s'appelle Changer le monde. Et le replay de cet épisode sera disponible dans vos boîtes mail immédiatement après la fin de l'événement. Merci beaucoup et au revoir. Merci.